Good evening, everybody. As you've seen by now, this isn't a normal convention. Qui aurait pu prédire? 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. Grenoble, la ville natale du regretté Stendhal. Parlamentarios y altos oficiales de la policía ya han visitado al nuevo residente carcelario. C'est dangereux. Ceux qui n'aiment pas le danger, faut qu'ils choisissent une autre activité. Ich freue mich sehr, dass mit dir eine so herausragende Persönlichkeit den Staffelstab von Mario Draghi übernimmt. Mais je me suis aussi menti en entrant à Sciences Po. En entrant à l'IEP de Bordeaux. Josette veut s'amuser, rire, chanter. Une seconde, une minute, un jour, une vie, une cadence dont le poids écrase nos existences. Entamer une rencontre, c'est une action, ça, monsieur, n'est-ce pas? Il y a comme un commun désaccord au sujet de l'existence de cette vie du plus fort. Le piano du changement fait dame-dame déo dans un déconcertant concerto. Ainsi, je défendrai jusque dans la forme mon propos. Oui, les désirs sont désordre et le désordre un fardeau. D'ailleurs, leur sacrifice n'est pas vain, puisqu'ils changent notre eau en vin. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Si vous êtes là ce soir, c'est pour un petit garçon qui s'appelle Honoré Gabriel Riquetti. Honoré Gabriel Riquetti est né il y a 12 ans entre nos montagnes. Il était attendu, le petit Honoré. Et qu'est-ce qu'il a fait parler ? Depuis, il a bien grandi, bien vécu, bien voyagé. Il a fait les 10 coins de la France et cette année, il est de retour au bercail. Il nous a manqué et vous aussi, il vous a manqué et c'est pour ça que vous êtes là. On sait ce que c'est, hein ? Oui, nous on sait ce que c'est, mais pas eux. Ça tombe bien, j'avais pas du tout prévu une charade au cas où pour leur faire deviner. Alors, c'est parti. Mon premier peut être figue ou raisin. Mi. Mon deuxième est le dernier mot de l'expression « t'es mal à taille du ». Rat. Mon troisième est synonyme de joli. Beau. Mon tout est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se lèvent le matin. La croziflette. Bah non, Mirabeau. Gabriel Honoré Riquetti de Mirabeau. Mais oui, Jamy, le prix Mirabeau tient son nom de celui qu'on appelait l'orateur du peuple, l'illustre écrivain, diplomate, journaliste et homme politique français, figure de la Révolution, Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau. En analysant les composantes du prix Mirabeau, on retrouve 10 entités qui réagissent principalement au bruit résultant du choc de vos mains lorsque vous les joignez brusquement l'une à l'autre. Oh, ça marche bien. Hier soir, elles nous ont toutes, sans exception, fait vivre des moments incroyables. J'ai nommé Toulouse, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg, Aix-en-Provence, Bordeaux et Grenoble. Pour ce qui est de son fonctionnement, ces deux entités ont deux types d'interactions, le discours et la joute. Si contre, mon assistante va vous donner un exemple typique de discours. Habituellement, on commence par une introduction. Française, français, écoutez-moi. Ensuite vient le storytelling. Quand j'étais petite, ma mamie disait toujours « on rigole, mais on voit pas le fond du bol ». Et du coup, depuis, ça a réellement changé mon regard sur la vie, quoi. Je vois les bols différemment, avec un regard plus doux, plus tranquille. Ensuite viennent les arguments. Dans Mirabeau, il y a beau.
Or, Timothée Chalamet est beau. Donc, le prix s'appelle aussi le Mira Chalamet. Et enfin, la conclusion. Au revoir. Après s'être affrontées en discours, les deux délégations se battent jusqu'à ce que mort s'en suive dans le cadre d'un débat à 4 voix, j'ai nommé la joute. Pour la démonstration, en raison des restrictions budgétaires dues à l'absence de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je n'ai qu'une assistante à disposition. Elle va donc tenter de vous faire une joute toute seule. Non, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le monopole du cœur. Il existe des colères qui sont saines. How dare you dire des trucs comme ça? Je ne suis pas d'accord avec vous. Merci Emma pour cette démonstration pleine de volonté. Petit point technique pour nos chères délégations finalistes. Pour les temps, votre modératrice préférée fera un signal visuel quand il reste 15 secondes pour les introductions et les conclusions des joutes en tournant le téléphone avec lequel elle aura les temps. Ah non, c'est encore à moi. Le premier round ayant eu lieu hier soir a mis KO 6 délégations, nous laissant avec seulement 4 composantes sur 10. La première composante est connue pour ses talents en football. Peut-être va-t-elle ramener la coupe à la maison? J'ai nommé la délégation de Saint-Germain-en-Laye. L'il se peut que cette délégation gagne ce soir, l'il se peut que non. Mesdames et messieurs, la délégation de Lille est en finale. Si leur talent s'avère égal à la force de leurs bras quand ils brandissent leur drapeau ou à la qualité de leur fameuse galette saucisse, il n'y a pas de doute sur l'éventuelle victoire de la délégation de Rennes. Enfin, ils sont sous-représentés, sans repère dans cet environnement hostile. Mais leur détermination peut faire se déplacer des montagnes. Dites bonjour à la délégation de Grenoble. Mesdames et messieurs, retenez bien ces villes, car il n'en restera qu'une. Et à excellente performance de nos délégations, un jury d'exception. Malheureusement, suite à une urgence personnelle, Madame Diallo ne pourra pas venir départager nos finalistes. Mais pour éviter que le prix Mirabeau soit le prix Miraboff, le comité a plus d'un tour dans sa poche. Et notre nouvelle membre du jury saura vous surprendre. Chroniqueuse au Dauphiné libéré, elle maîtrise l'actualité judiciaire comme gastronomique. Un merci chaleureux à Christelle Bablé. Avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, il a notamment été médiatisé pour avoir défendu la famille de Rémi Fraisse, une militante d'attaque, des Gilets jaunes ou encore la famille de Cédric Chouviat. Plus récemment, il a aidé dans l'affaire du siècle. Sa verve d'avocat militant nous sera essentielle pour chercher la délégation la plus éloquente. Mesdames et messieurs, Maître Arié Halimi. Linguiste de formation, elle s'est intéressée plus spécifiquement au champ de l'argumentation, qu'elle articule avec l'analyse du discours ainsi qu'avec l'analyse des interactions conversationnelles. Nombre de ses recherches se sont faites dans le cadre de collaborations pluridisciplinaires. Après plus de 20 ans comme chercheuse au CNRS, elle est maintenant professeure à l'université Paris-Descartes. Son expertise de l'art oratoire sera départagée nos finalistes. Veuillez accueillir Marianne Doury. Dramaturge, metteur en scène et comédien, il a commencé en politique, puis a choisi le théâtre, puis le théâtre politique.
Auteur de la pièce « Je m'en vais mais l'État demeure », un théâtre documentaire évolutif explorant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Préparez vos meilleurs discours, il s'appelle Hugues Duchesne. La communication, c'est son dada et ce sera son atout numéro 1 pour, qui sait, voir dans nos délégations un ou une future élue par le peuple. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs, Isabelle Gazagna. Pour rendre hommage aux révolutionnaires éponymes de notre prix, cette finale de la 12e édition du prix Mirabeau est passée sous le thème du combat. Le premier sujet qui verra s'affronter Saint-Germain-en-Laye et Lille est « Si vous criez, mes amis, je peux vous assurer que vous serez entendus ». C'est un discours de Joséphine Baker le 28 août 1963 lors de la marche pour les droits civiques aux États-Unis avec Martin Luther King. La joute, voyant s'affronter les mêmes délégations que vous avez du coup sur le diaporama, pour laquelle les jouteurs et jouteuses peuvent d'ores et déjà aller se préparer accompagnés par des membres du comité, est « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder » de Fight Club. Mesdames et messieurs, la finale de la 12e édition du prix Mirabeau peut commencer avec Romain Ziri pour Saint-Germain-en-Laye à la positive. Donc, sachant que j'ai une créance à hauteur de 200 000 € due à la vente de l'avenue Foch comme bien complémentaire par le biais des cotisations sociales obtenues à la caisse de communauté, et il va sans dire, nous le savons, que ce bien possède une élasticité prix très faible sur le marché des capitaux, permise par l'optimum de Pareto, alors, selon les règles officielles du jeu, la banque me prête 800 000, avec quoi j'utilise pour acheter rue de la Paix, avec 400 000 € et j'y mets directement un hôtel, puisque c'est la théorie de la main invisible qui me le permet, stipulément dans les règles. Joli coup. Les plus sévères reconnaîtront en moi les traces d'un joueur un tatillon strict sur les règles du Monopoly, mais le résultat est là. J'ai presque vaincu, avec panache, on peut le dire, mes petits cousins de 7, 8 et 9 ans à ce jeu. Ce presque... c'était sans compter la remarque acerbe de ce petit fourbe égoïste au penchant révolutionnaire de 7 ans qui a cru bon de devoir contester. Il s'était laissé aller à un petit cri mesquin mais spontané. « C'est pas juste. » Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, espèce de petit... Bon, bref, finalement... ces deux petits camarades se sont joints à son inconsciente micro-révolution à laquelle ils se sont sentis d'un coup entrer en particulière résonance. Un simple cri qui avait été entendu et répété, et plutôt que d'admettre leur manque de fair-play fulgurant, les voilà tous les trois réclamant leur dû et mes 400 000 €. Après cet incident, et avoir malencontreusement égaré la banque, fin de la partie. Le cri, c'est bien plus profond qu'un simple son ou qu'une parole. C'est un sentiment, un ressenti, une émotion, un instinct primaire que l'on ne peut contenir. Diamant brut que l'on ne peut polir, il est authentique. Il s'élève du plus profond de notre être, traverse notre corps tel un frisson que notre sincérité laisse s'échapper. Et puis ce cri, quand vous le poussez, vous n'avez qu'envie d'une chose. C'est qu'il déclenche quelque chose, entraîne une réaction, qu'il soit écouté. Et là, c'est le drame. Car ce n'est pas le cas. Votre ego en prend un coup, personne ne vous écoute. Et là est toute la nuance. Quand on écoute, on est actif. On comprend, on saisit, on analyse.
Quand on entend, on est passif. Cela ne demande même pas d'effort. On entend de manière naturelle sans nous en rendre vraiment compte. Ainsi, à la croisée des chemins, les cris d'où qu'ils viennent, vous les entendrez. Mais maintenant, la tâche la plus ardue est de les distinguer. Le cri, ça ne trahit pas. C'est votre sincérité à l'état brut. Là est toute la distinction avec un simple haussement de ton. Quand on reste assise dans un bus à Montgomery, en pleine période de ségrégation, qu'on refuse de céder sa place, on la voit bien ici, l'authenticité d'une telle action. Un cri de rage poussé. La transgression, c'était son cri. L'art de bannir les règles qui nous courbent, qui nous contraignent. Rosa n'était que sincère et visionnaire. En devançant Joséphine, elle avait tout compris. Elle savait que son cri, bien que silencieux, serait entendu, bien qu'anodin, serait répété, qu'il serait écouté. Alors quand on vous demande de vous enjailler à 20h30, porte de la Villette, en vous hurlant « Debout !», on peut peut-être douter un poil de la sincérité de tels propos. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Combien de cris entendus, mais discrédités dans le brouhaha des haussements de ton. Le cri devient dépassé dans un monde où les grandes gueules dominent, mais où la colère, la vraie, est vue comme l'ennemi de la réflexion. Le cri est une arme qui peut facilement se retourner contre vous. Un cri de détresse, vous êtes folle. Un cri d'alarme, vous êtes hystérique. Un cri de bonheur, calmez votre joie. Mais tous ces cris n'en restent pas moins entendus. Et c'est ça qui devrait nous révolter. Ils sont entendus, mais on refuse de les écouter. J'ai quitté mon ex le 1er avril et qu'elle attend toujours que je désamorce la vanne. Enfin bref, le cri reste un cri. Il doit rester l'arme de ceux qui n'en ont pas. L'arme du dernier recours, celle dont nul ne peut ignorer la détonation. Et c'est d'autant plus vrai quand on parle d'eux, les amis. Deux mots encastrés entre deux virgules qui obstruent l'essence même de la citation. Joséphine, elle ne s'adresse pas à n'importe qui. Elle sait sur qui compter. Elle le sait très bien que dans la plus brillante des manifestations, les voix qui résonnent à nos oreilles, ce sont celles de Rosa, celles de Martin, celles de Malcolm X. Mais nous ne réduisons pas à ces grandes figures. Vos expériences, vos luttes, vos combats, ils se partagent à plusieurs. Ceux qui nous font comprendre, ceux qui nous apprennent, ceux qui nous épaulent. Nos gâtés d'Aix, nos chocolatines de Toulouse, nos polos de Grenoble, ils sont là. Alors criez, votre monde ne sera jamais le bon, ne sera jamais le réel, mais ça sera le vôtre. Et l'on vous promet, nous, eux, ils, elles, ou tous, on l'entendra. Nous appelons maintenant Mathieu Duvauchel pour Lille sur le même sujet à la négative. Je venais tout juste d'arriver dans ma nouvelle maison. J'étais là, installé quelque part dans le salon. J'avais un peu froid. Alors, j'ai demandé une couverture. On m'a donné de la compote. J'avais faim. Alors, j'ai demandé à manger. On m'a refilé un gilet. Depuis 3 mois, j'étais né. Le jour comme la nuit, je criais. Des cris sincères, des cris en thème, des cris de malheur qui pourtant restaient tous incompris. Alors, j'y mettais toujours plus de cœur et de passion. Aux cris, j'ajoutais des pleurs sans honte. J'arrachais le silence à la maison. Entendre, il n'en avait pas le choix.
À l'inverse de Gaulle, mes parents avaient entendu, oui. Mais ils n'avaient rien compris. Être entendu, c'est surtout éveiller chez l'autre la conscience du problème. Être entendu, c'est être reçu. Mes cris n'étaient alors que du bruit, mes envies que des lubies, je jouais les fausses notes d'une musique sans mélodie. Entre eux et moi, comme entre le PS et l'Élysée, le fossé ne cessait de grandir. Et quand on y pense, c'est si logique. Parce que oui, le cri n'est que le prototype de la parole, l'embryon du dialogue. Alors, en appelant à parler, je trouvais là une ressource inépuisable. Mot après mot, brique après brique, j'ai construit, me reliant à mes égaux. Depuis, j'ai jeté le cri au fond de l'oubli et j'ai juré, oh les mots. J'aimerais tellement croire Joséphine. J'aimerais tellement croire qu'il suffirait de crier pour être entendu. Elle qui avait pourtant développé toute sa vie durant d'autres formes d'expression. Elle qui chantait, elle qui riait, elle qui dansait. Et son courage, dans la lutte contre le racisme, dans la conquête des droits civiques, s'est fait sans un cri. Car l'égalité en droit s'acquiert poings en l'air, genoux à terre. Face aux cris grandiloquents, le silence est éloquent. Le cri est total. En son sein, pas de place pour l'écoute ni la conciliation, pas plus que pour le doute et la discussion. Il plonge dans la simplicité les esprits les plus éméchés. C'est un puits sans fond dans lequel s'enfoncent les fainéants du savoir, les contenteurs de l'esprit. Et vous, combien de cris avez-vous retenus ? Combien de cris vous ont marqué au point de vous entraîner dans une lutte acharnée ? Combien de cris avez-vous vraiment entendus ? Depuis toujours résonnent les cris de douleur, de souffrance et d'espérance, sans que résonne dans nos cris aucune prise de conscience. Aux quatre coins du monde, moi, je les entends. Pas vous. Parce qu'ils m'étouffent, moi, ces cris d'enfants ouïghours traversant le bruissement des usines, le hurlement de millions d'Africains criant à la famine, les alertes de la planète où les sirènes sonnent. Mais l'incendie continue. Les cris sont là. On les perçoit tous, mais est-ce qu'ils sont entendus ? Et les voilà, les écolos de Sciences Po, qui, tout habillés de Nike ou de Zara, qui achètent leurs avocats importés du Mexique, mais pour qui c'est si important la planète. Le problème du cri, c'est qu'il tombe toujours dans l'oreille des sourds. Et oui, Elon sait bien qu'il must arrêter de polluer la planète, et pourtant le cri passe au hublot de son jet. L'important n'est pas l'émission, mais la réception. Joséphine Baker vous assure que c'est en criant que vous vous ferez entendre, eh bien moi je vous dis que non. Dans ce monde de la surenchère où tout va vite, où tout le monde bouge, c'est le silence qui dénote. C'est le silence qui fait l'exception. Comme Gandhi menant dans le silence sa marche de sel, comme le silence écrasant de Tchernobyl après l'explosion, comme la minute de silence retentissante qui unit toute une nation. Alors Joséphine, non, tu n'es pas mon ange gardien, ce n'est pas toi qui détourneras mon chemin, j'ai choisi, je porterai mes convictions avec le verbe haut, en parlant tout bas. C'est à nouveau au tour de Saint-Germain-en-Laye à la positive avec Emma Torres.
Ce matin, je suis née. Enfin, hier ou jadis ou je ne sais plus, je vous laisse en juger. Et comme je suis quelqu'un de très original et singulière, je suis née en cassant les oreilles de ma mère. Après lui avoir cassé les ovaires, je lui cassais le crâne. On les fait jamais assez souffrir, nos mamans. Fort heureusement, j'étais un bébé sublime. Oh, mais alors vraiment sublime. Et honnêtement, je pense que c'est la seule raison pour laquelle ma mère m'a gardée. À cause de moi, de ma voix criarde et de mes vocalises de l'enfer, elle sera sourde à 65 ans. De rien, maman. Et en attendant, il faudra quand même continuer à travailler. 65 ans avant ça, même rituel. Brisage d'ovaires, cassage de crâne, plus d'oreilles. Mais cette fois, c'était pour mamie. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Vous avez tous crié, absolument tous, parce que le cri, c'est le propre de la naissance. C'est ce qui nous lie, ce qui nous relie, ce qui nous reliera toujours. Le cri sonne, le premier souffle, le cri donne la vie, le cri, dès le début, est entendu. Il nous parle à tous, il est un langage commun, un vocabulaire universel, une note de musique qui résonne en chacun. On le percevra toujours, de manière consciente ou inconsciente, qu'on le veuille ou non, on l'entendra. Nous avons en nous une sensibilité qui nous rendra toujours vulnérables aux cris des autres. Cri du cœur ou cri du corps, le cri est un langage multicolore, il appartient à tout le monde. Un cri poussé, c'est une porte qu'on enfonce, c'est une brèche qu'on ouvre pour d'autres cris qui s'engouffrent. Le cri devient un bien commun en Tunisie, en Égypte ou au Yémen. Libye, en Jordanie, en Syrie, le cri de Mohamed Bouazizi s'enflamme avec lui et avec tous ceux qui l'entendent. Le cri s'embrase, les cris s'embrassent et un peuple entier se soulève après avoir entendu un cri poussé comme une expiration. Le dernier souffle, la goutte de trop accumulée, le cri vient de faire déborder la rivière des larmes qui nous submerge alors et dont les vagues résonnent en nous. Chaque cri, comme une nouvelle charge du bélier de la liberté, vient détruire la porte de l'oppression. Il faut alors continuer de crier pour entrouvrir cette porte à jamais, continuer de crier pour continuer d'attaquer, continuer de crier pour arrêter de subir, continuer de crier pour être sûr d'être entendu. Peu importe sa forme, sa flamme transcende la voix et dépasse l'ouïe. Le cri qu'on pousse en silence est tout aussi puissant. Et Véronique en est témoin, son son, ça fonctionne tout aussi bien. C'est un rugissement sans bruit, comme les yeux revolver lorsque marque la voix. Pas un mot, pas un son, et la gorge de Yannick se noie. On n'a pas toujours besoin de grands mots et de grands gestes pour faire entendre un cri. Si la République, c'était vraiment lui, il n'aurait pas besoin de crier. Le cri est universel, avec ou sans son, en ce qu'il matérialise une émotion. Vous seriez-vous rappelé d'un « I have a dream » prononcé par François Hollande? La question est vite répondue. Quand on vit ce qu'on crie, qu'on le crie avec passion, alors l'émotion dépasse les générations. Vous ne vous rappelez sûrement pas de chaque mot prononcé par Joséphine Baker, mais vous vous souviendrez de l'instant où des frissons vous ont secoué, de l'instant où vos poils se sont hérissés sous ces mots, criés intensément. Parce que le cri trouve sa résonance dans l'émotion qu'il porte et dans son universalité.
Si vous ne risquez pas de manquer les cris poussés autour de vous, vous risquez encore moins de manquer les vôtres. Car si une chose est sûre, c'est que nous entendrons toujours nos propres cris. Si vous gueulez tous les matins, c'est qui le patron? Parce que bien évidemment que c'est vous le patron, vous allez vous entendre et vous convaincre que c'est la vérité. Parfois, on crie simplement pour soi. Que ce soit pour prouver quelque chose ou pour se retrouver, on se regarde dans le miroir et on s'écrit ces 4 vérités. Ben non, Emma, t'étais pas un bébé aussi moche que les autres. Et là, je vous assure que vous vous entendrez. Il ne faut plus attendre d'être entendu pour crier, car il y aura toujours un œil pour vous admirer, une oreille pour vous suivre. Alors, camarades, la prochaine fois qu'on vous coupera la parole, la prochaine fois qu'on vous fera une remarque sexiste ou machiste, qu'on vous regardera de travers et qu'on essaiera de vous faire comprendre que vous êtes illégitime, indignez-vous. Moi, mes chers amis, ce soir, ou demain ou plus tard, je mourrai en criant, et vous m'aurez tous entendu. Pour conclure ce premier sujet, Marine Grégoire a la négative pour Lille. Foutaise. Foutaise. Il a eu beau l'attendre, Aline n'est pas revenue. Il a eu beau l'espérer, Aline est partie. Il a eu beau se casser la voix, mais rien, si ce n'est le nouveau tube de Patrick Bruel. Moi, la première, si vous criez, je me bouche les oreilles. De toute façon, le cri est un acte purement individuel. C'est par lui qu'on se libère, qu'on évacue toute la frustration et l'angoisse. C'est bon. J'ai crié. Maintenant, j'avance. Vous voyez, le cri n'a pas vocation à être entendu. Il naît comme un coup d'épée dans l'eau. Comment est-ce que moi, je pourrais percevoir votre cri pour ce qu'il est vraiment? Si le cri pouvait être entendu et compris, on ne parlerait pas, on crierait. Parce que si vous me criez dessus, moi aussi je vous crie dessus. Ouais, et alors vous criez encore plus fort parce que ça va bien 2 minutes de crier. Mais moi je me laisse pas faire et puis c'est à moi que tu parles. Elle va bien marcher notre relation comme ça. On va bien s'entendre. Moi, je ne veux pas juste que vous entendiez ce que je dis, mais je veux être entendue. Et ça suppose bien plus que simplement capter un son. C'est vrai, à quoi ça sert de s'adresser à l'autre s'il ne nous reçoit pas? Je ne vous demande pas qu'on s'entende à la manière de Tic et Tac, de Bonnie and Clyde ou d'Elisabeth et du 49.3, mais simplement que mes mots ne vous laissent pas indifférents. Mes amis, si vous criez, je peux vous assurer que vous ne serez pas entendus. Les cris étouffent la compréhension, comme une castafiore, ils brisent le verre et le cristal, mais pas la glace. Ils rendent utopique la communication et font taire les arguments, alors même qu'ils n'aient eu temps de voir le jour. C'est un peu comme si on parlait tous en Jean-Claude Van Damme. Vous voyez? Voilà. J'adore l'eau. Quand bien même le bourreau des silences voudrait être un cri du cœur, sa violence est telle qu'il est négligé, qu'il est écarté, esquivé, même à bon entendeur. Le cri, on ne l'entend pas, on le subit. Et si vous ne me croyez pas, la vérité sort de la bouche d'un enfant. Maman,
Arrête de crier, s'il te plaît, tu me fais peur. Et même si peut-être nous aimerions penser autrement, je sais que nous fuyons les cris. Au mieux, ils nous interpellent quelques secondes, on y jette un bref coup d'œil, et puis on détourne le regard et on met ses écouteurs. Parce qu'il est brutal et radical, le cri est la tyrannie de ceux qui n'ont pas les mots. De ceux qui vont chercher l'émoi alors que les mots suffisent. De ceux qui vont chercher trop loin alors que l'émoi est là. Mes amis, criez. Criez et vous serez jugés. Criez et vous serez ignorés. Criez et ils crieront en retour. Les cris sont trop forts pour être entendus. Ils sont la forme impure de la pensée, le brouillon de nos émotions. Quel cri va résonner si l'acte est dépourvu de raison? Et si nous crions tous? Et si nous crions tous nos mots, nos pensées, nos combats? Chacun de nous a quelque chose à crier, eh bien crions-le! Mais dans toute cette dissonance, qui sera en mesure de vous entendre? Il ne suffit pas de crier, parce qu'un cri parmi d'autres est le plus inaudible des sons. Lorsque Joséphine Baker prononce son discours, elle est la voix qui fait la différence. La voix qui permet aux autres de chanter à l'unisson, qui rassemble des cris en un seul et même orchestre, en une seule et même chanson. Vos cris ne suffiront pas à être entendus tant qu'ils ne seront pas incarnés par des voix. C'est étrange. Le ciel, les nuages de rouge, les vagues orangées, la rivière sinueuse, le bleu décoloré, c'est étrange. Il est étrange. La bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, il crie. Mes amis, le cri le plus connu de tous est un cri que l'on ne peut entendre. Et c'est parce que Munch est resté silencieux qu'il l'a compris. Le cri s'écrie sans fond et fond sans crier gare. Il attend sur le quai sans trouver sa voie. Et alors que les voix entament le grand départ, voyagent dans les wagons, se meuvent à l'unisson, le cri est resté là, sans destination, désarmé par la force des voix qui ne crient pas. Merci de m'avoir entendu. Nous allons à présent passer à notre première joute de la soirée. Sur le sujet « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder » de Fight Club, nous vous demandons d'accueillir Ruben Matim et Eva Taleb pour Saint-Germain-en-Laye à la positive. Et Mehdi El Bajaoui et Margot Biel pour Lille à la négative. La liberté, c'est l'indépendance. Mais à vouloir tout posséder, on perd au fond cette chance. Et on y finit dépossédé. Être libre, c'est pouvoir agir sans contrainte. Sans aucune contrainte. Mais lorsque l'on commence à posséder, on finit par s'habituer aux choses que l'on possède. Et à en devenir finalement dépendant. Et c'est bien là le problème. Ces choses que l'on possède et à laquelle on s'accroche, on ne sait plus faire sans, et lorsqu'on perd l'objet, on est en panique. On ne sait plus où se mettre, ni quoi faire. Le sujet est de savoir si nous pouvons garder le contrôle sur les objets sans jamais perdre notre indépendance. Laissez-moi, ce soir, vous parler un peu de Doudou. Ou Pépère, plus communément appelé. Avec Pépère, on s'entendait bien. Le soir, je rentrais de l'école, je lui demandais « Comment tu vas, mon pote ?» Et quand il me voyait arriver, il faisait « Salut, mon pote !» Puis, j'ai grandi. Pépère, lui, s'est fripé. Et un jour, j'ai décidé qu'il était temps pour lui de s'envoler. Et oui, vous semblez oublier, chère opposition, que après pouvoir posséder, nous pouvons également déposséder. En effet, l'être humain est indépendant, il est maître de ses choix. Et de fait, il est apte, s'il le souhaite, à se détacher de ce dont il ne veut plus.
En cela, nous ne sommes pas possédés parce que nous possédons. Votre point est qu'à un moment, vous avez possédé quelque chose qui vous a possédé en retour, puis vous avez arrêté de la posséder. Vous ne dites pas que votre doudou, Pépère, n'a jamais eu d'importance pour vous. Mais entre importance et possession, il y a un monde. En effet, par exemple, prenez le couple. C'est beau, mais c'est important. Mais pour autant, on ne se possède pas l'un l'autre. Ce n'est pas une relation de possession qui arrive. En effet, c'est une dystopie qu'on nous décrit ici. Une dystopie qui sort d'ailleurs d'un film où à la fin tout pète. Désolé pour les spoilers. Alors non, nous ne sommes pas possédés parce que nous possédons. Entre avoir de l'importance et posséder, je suis d'accord, il y a une différence. La possession, c'est un pouvoir de domination. C'est également une addiction. Et personnellement, quand je suis en couple, je donne une partie de moi à l'autre. Une partie de moi qui lui donne toute son importance et qui fait que cette personne me possède en retour. Et c'est l'interpossession qui rend la magie opérante. La possession, c'est l'importance. Mais pourtant, ce soir, je possède ma veste. Elle ne me possède pas. Mon camarade possède une cravate. Elle n'a pas l'air de le posséder non plus. En effet, nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous ne sommes pas possédés parce que nous détenons. Vous êtes possédés par la société de consommation. Pourquoi cette veste? Pourquoi cette cravate? Et c'est bien dommage. Parce que comme on l'a dit, lorsque la société de consommation nous possède plus que la liberté, eh bien, on en perd. On en perd de ce pouvoir qu'on avait avant, ce pouvoir qu'on avait choisi, celui d'être libre. Je vous avouerai que j'aurais du mal à plaindre Bernard Arnault pour toutes les possessions qu'il a. En effet, il possède beaucoup, mais pourtant, je ne pense pas qu'il soit possédé. Je ne pense pas que quelqu'un qui ne possède rien soit beaucoup plus chanceux que Bernard Arnault qui a tout. Bernard Arnault se fait posséder par l'argent. Nous avons possédé l'argent et puis l'argent a fini par nous posséder. Vous venez d'illustrer notre propos, notre position. Je ne vois pas en quoi Bernard Arnault est possédé par l'argent, mais laissons-le tranquille, ce pauvre monsieur. La cupidité, connaissez-vous? Connaissez-vous? Le capitalisme, connaissez-vous? Connaissez-vous? Connaissez-vous ce moment où les hommes ont possédé des moyens de production jusqu'au moment où les moyens de production ont possédé la société, la société des madame, hommes? Connaissez-vous les gens qui ne possèdent rien? Pour vous, est-ce qu'ils ne sont rien? Non. Les gens qui possèdent rien sont pourtant quelque chose, ils ne sont pas possédés par l'absence. Cela ne signifie rien. Il y a bien des philosophes qui vous diraient que ceux qui ne possèdent rien sont bien plus riches, bien plus libres que ceux qui possèdent tout. Madame, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous détournez le regard. Vous citez des philosophes, laissez-moi citer Marx, justement, avec l'aliénation. Marx nous disait que c'était le travail qui nous possédait, bien plus que la personne. Vous dites que Bernard Arnault n'est pas possédé par l'argent, alors demandez-lui de payer un peu d'impôts supplémentaires. L'argent finit toujours par nous posséder, parce qu'il nous rend dépendants d'un système sur lequel nous n'avons plus vraiment de contrôle. La vérité, c'est que si nous voulons garder notre liberté, nous devons constamment nous détacher de la possession. Il faut chercher à être libre et à pouvoir prendre du plaisir dans les choses sans pour autant en exercer le contrôle total. Je finirai donc par la citation d'un Grenoblois qui a vécu à Saint-Germain-en-Laye et qui a déjà été cité, en vous rappelant que Stendhal nous disait qu'il fallait non pas posséder, mais bien jouir. Ce soir, notre opposition nous a décrit un triste théâtre de marionnettes, sûrement influencé par le lieu dans lequel nous nous trouvons. Je tiens à vous rassurer, je ne suis la marionnette de personne, et encore moins le guignol. Voyez-vous, je pense que la possession est justement nécessaire à cette liberté dont nous parlons, car vous nous faites finalement une ode à l'impuissance. Si nous restons dans cet état de fait et que nous sommes possédés par les choses que nous possédons, où allons-nous? Non, justement. L'homme doit reprendre le contrôle, l'homme doit posséder, il ne doit pas se laisser avoir, il ne doit pas se laisser soumettre, parce que quand nous observons un peu l'effet que la possession que nous avons des choses a pu avoir sur le monde, notamment avec l'état de l'environnement, c'est bien justement en reprenant possession des choses, des moyens d'action,
que nous pourrons changer les choses. Coup dur. Non, mais tant mieux, ils avaient pas fini. Ouais, ouais. Que d'émotions. Merci à Saint-Germain et Lille pour cette joute. Nous allons à présent annoncer les sujets pour la seconde. Les reines qui sont invitées à sortir avec les membres du comité. Le second sujet qui verra s'affronter donc Grenoble et Rennes est « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire », phrase prononcée par Albert Einstein. Maintenant, nous accueillons Laure Crétinon pour Grenoble à la positive. De toute façon, Jules, tu m'insultes par message, mais t'es même pas capable de le faire pour de vrai. Wesh, mais elle veut quoi, celle-là? La paumée du collège, ni belle, ni drôle. Elle croit que je ne suis pas capable de la confronter? Eh ben ok, je vais la rejoindre dans le train. J'y vais, je m'en fous, elle est nulle. Je me mets devant elle. Elle est assise toute seule, avec son haut à paillettes vert et son pantalon violet, zéro swag. Je me plante devant elle et je crie bien fort, bien haut pour que tout le monde entende. Tu sais quoi, Laure? Tu sers à rien. Tu veux pas mettre du maquillage ou du vernis comme tout le monde? Tu ressembles à rien. Le monde entier n'a pas été détruit lors de cette scène d'humiliation publique sponsorisée par le TER Chambéry-Montmélian. Mais mon monde à moi, d'adolescente de 6e, il a été détruit, je vous le garantis. Et vous savez ce que c'était le pire? C'est ce garçon. Pas Jules, pas celui qui m'a humilié, non, non. L'autre garçon. Cette vague connaissance, assise 2 places plus loin. Celui qui a détourné le regard quand j'ai cherché du soutien. Celui qui ne fait rien. Bizarrement, c'est ce gars-là qui m'a le plus blessé, pas Jules. Mais vous savez quoi? C'est plutôt logique. Car le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Parce que déjà, qui détermine le mal? Imaginez, je suis en train de faire un discours horrible. Pas nul, non, 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 mais horrible. Un discours qui contribue à la destruction du monde, digne des plus grands régimes totalitaires, où je dis des absurdités comme le tacos est lyonnais, ou des termes terrifiants comme chocolatine. Imaginez. Qui, dans la salle, est responsable pour me dire « Non, Laure, tu ne peux pas dire ça ». Qui? C'est vous. Amis grenoblois, grenobloises, amis sciences-pistes, c'est vous. Un acte est criminel parce que nous le réprouvons, dit Durkheim. Faire le mal, c'est une forme de déviance. Ou plutôt, ça doit être une forme de déviance. La déviance, c'est relationnel. C'est vous qui me dites « Non, là, Laure, ce que tu dis, ça ne passe pas ». Car quand on fait le mal, on peut avoir 1000 raisons de le faire. Peut-être que Jules, je lui ai fait des trucs horribles avant cette scène du TER. Genre, je sais pas moi,
le bouquin à vos profs de maths parce qu'il m'a copié. Peut-être que Jules, du haut de ses 11 ans, sa vie n'est pas si simple. Cela ne justifiera jamais une humiliation publique dans le train. Expliquer n'est pas excuser. Mais la plus grande responsabilité revient à ce garçon qui n'est pas intervenu. Il n'y a aucune excuse valable, il n'y a aucune circonstance atténuante à regarder sans rien faire. Comme le dit un grand philosophe, il ne faut jamais céder à la pression du groupe, de toute façon quand tu fais du mal, au fond tu ressens du doute. Ce doute, il ne vient pas de nulle part, il vient des autres. Quand on fait le mal, ce qui nous fait douter de nos actions, c'est une intervention, parfois simple, sans artifice, d'une personne extérieure. C'est ton pote qui te reprend quand tu siffles une fille dans la rue sans raison. Un acte est mauvais parce qu'on le condamne. Car si on ne le condamne pas, l'acte est comme la voie publique de Grenoble quand il y a manif, il est banalisé. La banalité du mal. Sans tenter le point Godwin, il est important de se rappeler que les actes les plus destructeurs sont ceux qui sont banalisés, c'est-à-dire acceptés collectivement. À votre avis, qui banalise le mal? Ceux qui le font ou ceux qui l'acceptent? Et là, tout de suite, vous vient en tête la montée en Europe du succès de la pizza à l'ananas. Comme quoi, l'acceptation peut aller très très loin. Un acte mauvais, un acte destructeur ne l'est que s'il est soutenu. Le monde ne sera pas détruit si un seul individu, un seul, décide de faire le mal. On dit souvent que Poutine a envahi l'Ukraine, on dit souvent que Erdogan bombarde les Kurdes, on dit souvent que Wauquiez malmène Grenoble. Mais même si ce sont des hommes, virils, qui pour certains raillent des ours et pour d'autres raillent de l'argent public, pensez-vous vraiment qu'ils soient seuls? Ceux qui font le mal ne sont jamais tout seuls, tout comme ceux qui font le bien. Le bien, le mal, vision manichéenne? Peut-être. Mais c'est à nous, spectateurs et spectatrices, nous qui voyons, nous qui regardons, nous qui approuvons, nous qui réprouvons, usons notre intelligence et de notre bon sens pour diriger le monde vers le bon sens. Sur le même sujet, c'est à Héloïse Parodi de répondre à la négative pour la ville de Rennes. Devant moi, soir d'hiver, un homme empoignarde un autre. Face au crime accompli, quand la victime s'effondre, que de son corps fendu s'échappe un sang vermeil, c'est dans ce tableau macabre que les sirènes grondent, un appel aux adieux, à l'éternel sommeil. Puis je le vois, il vient vers moi, prêt à mener l'enquête d'un air fier. Ici, Albert reporter. Et, Dieu m'en soit témoin, le vieux s'écrie d'une voix grave. Vous avez vu? Vous n'avez rien fait. Vous êtes donc coupable. Les mots sont ravageurs, tandis que le meurtrier prend la fuite, sans même en être inquiété. Puis me voilà à mon procès. De ce cauchemar, je ne me suis pas réveillée. Je suis témoin, je n'ai rien fait, c'est de ma faute. L'acte est moins grave que ma vue. Un meurtre, moins grave, voilà la belle affaire. L'histoire paraît absurde, et pourtant, il semble que le plus gros cerveau de l'histoire a oublié ce qu'il a pourtant inventé, la relativité. Du moins aurait-il oublié que ces concepts scientifiques peuvent aussi être moraux. Est-ce que je suis en train de contredire Monsieur 160 de QI? Watch me. Incriminer la victime n'a aucun sens. Pourquoi l'innocent se sent-il coupable quand le méchant dort sur ses deux oreilles? Regarde comme j'étais habillée. Faut pas s'étonner après. C'est ma tenue qui dérange, alors que c'est cet être ignoble qui a posé ses mains sur moi. Mais ça, c'est Einstein ou Epstein? Peut-être Weinstein, je sais plus.
Incriminer la victime n'a aucun sens, pas plus que de dénoncer l'inaction du témoin. Prenez la guerre en Ukraine. Qui sont les responsables de la faim, du froid, de la mort de tant de femmes, d'hommes et d'enfants? Est-ce les Ukrainiens qui, par leur inaction, auraient provoqué l'invasion? Les pays du Sud qui regardent complaisant l'assassinat d'un peuple? Évidemment, non. Tout cela n'est que sornette. Comme l'a dit Clémenceau, à la fin des fins, ce n'est pas la Belgique qui a envahi l'Allemagne. En 1940, ce cher Albert alerte sur l'éventualité d'une arme atomique germanique. Sans cette alarme, cet instrument diabolique n'aurait sans doute pas existé. Mais pouvons-nous vraiment accuser Einstein d'avoir détruit Hiroshima et Nagasaki? Si Einstein influença, Truman décida, Enola Gay bombarda. Par cette phrase, tout se confond. La responsabilité est partout, partout, sauf là où elle devrait être, du côté du mal. Cette citation est tirée de l'essai « Comment je vois le monde ». Eh bien, moi, je ne le vois pas comme cela. Et je pense que le monde ne sera pas détruit par l'inaction, mais bien la culpabilisation. Ce discours omniprésent qui consiste à dire que si nous nous trouvons dans une délicate situation, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Alors je sais, oui, c'est tentant de dire que le destin est entre nos mains, qu'il suffirait d'agir pour changer les choses. Tu es triste? Arrête. Tu es pauvre et sans emploi? Traverse la rue. C'est pas compliqué. Puis c'est surtout très libéral et plaisant, l'idée que tout le monde a un rôle à jouer. Ça permet d'oublier que la société est rongée par les inégalités, que la voix de milliers de personnes compte moins que celle d'une multinationale, qu'un aller-retour en jet privé pollue plus que les vacances de milliers de Français. Par cette phrase, tout se confond. La responsabilité est partout et surtout au service du mal qui assomme les masses par son discours moralisateur. Alors, ce n'est pas moi ce soir qui vais vous dire que si on fait quelque chose, on pourra arrêter les méchants. Que si l'on est assez dans la rue, on pourra prendre nos retraites à 60 ans. Puis c'est quoi cette idée que les gens ont le droit de faire le mal, mais que c'est à la majorité silencieuse de les en arrêter? Le libre arbitre, c'est vraiment quand ça vous arrange, hein. Il faudrait faire ou ne pas faire, détruire ou construire. En bref, choisir son camp. Pas de place pour la nuance ni pour la neutralité. Non, le manichéisme n'existe pas, pas plus que l'inaction. Quotidiennement, nos gouvernants sont confrontés au choix de faire ou de ne rien faire, et notre avenir en dépend. Mais il est illusoire de croire qu'il est possible de regarder le monde sans rien faire, n'en déplaise à l'allemand moustachu. Non, hein, pas celui auquel vous pensez, hein. Le génie, pas le fou. Nul n'est tel les trois singes de la sagesse, hermétique au monde, en se refusant de voir, d'entendre ou de dire le mal. On nous sert de l'effet colibri à toutes les sauces et je ne sais pas vous, mais moi, je reste sur ma faim. Bien souvent, je suis moi aussi la majorité silencieuse. Car je pourrais faire plus, je pourrais faire mieux, mais qu'on ne vienne pas me dire que je ne fais rien et que tout est de ma faute. Suis-je responsable de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar? L'obstruction du ministère de la Magie est-elle responsable du retour de Voldemort? Alors, rendez-vous compte, cette phrase est prononcée par de pseudo-intellectuels qui, dans leur grande sagesse, savent où se trouve le bien et le mal. 2, comment faire pour arrêter le mal? Et 3, juge les personnes qui regardent sans rien faire. Cette phrase est prononcée par des lâches qui croient au changement, mais ont peur de confronter le mal et le cachent en incriminant ceux qui seraient passifs. Je sais que je suis devant vous ce soir pour défendre la négative, mais soyons un peu optimistes. Pointer du doigt, c'est bien, mais pensez-vous vraiment que la fatalité incite à l'action? Offrons de l'optimisme alors où nous pensons que tout est foutu. Alors, au lieu de dire la morale, Einstein ferait mieux de lire l'éthique, car comme le savent les spinozistes, il vaut mieux enseigner les vertus que condamner les vices. Je vous remercie. Et c'est de nouveau à Grenoble de reprendre le sujet à la positive avec Juliette Maillet. L'inaction climatique? Ne me parlez pas de ça. Vous savez, maintenant, les pots de yaourt, ça va dans la poubelle jaune. Le problème, c'est que chez moi, la poubelle jaune, elle est dans mon garage. Et donc, il faut ouvrir une porte, une deuxième, appuyer sur l'interrupteur, faire 3 pas, ouvrir et mettre le pot.
Alors on a un petit peu cette excuse facile du « Non mais la prochaine fois, je te promets que je vais le mettre. » Ouais. Mais pourtant, moi j'adore l'écologie. Je mange des purées de pois cassés, je mange aussi des lentilles corail, mais je digère mal le lait de soja. La déforestation, mais quel scandale! Mais quel scandale! M'engager? Oh non, c'est gentil, merci. Je regarde. C'est vraiment mal, hein, mais je regarde. En général, c'est ça que je dis quand on m'arrête dans la rue pour me parler d'une association. Il est 16h30, j'ai fini les courses, c'est l'heure du goûter, mon chocolat chaud BN m'attend à l'appartement. Et là, j'entends cette petite voix mielleuse. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que je pourrais vous arrêter 2 minutes pour vous parler des enfants qui n'ont pas à manger? J'ai une méthode, je vous la donne. Je dis que je suis mineure. Ça fait 5 ans que j'ai 15 ans. Ah non, mais ça marche, c'est hyper efficace. Non, je n'ai pas 5 minutes à donner pour parler de gens qui n'ont pas à manger. Enfin, mon chocolat chaud est en train de refroidir et puis bon, c'est pas de ma faute, hein. Je ne manifeste pas non plus. Déjà parce que j'ai peur d'être étouffée dans la foule parce que je suis ce qu'on appelle à hauteur de coude. Et puis parce que je me dis ensuite, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Emmanuel Macron va me voir dans cette foule en délire et me dire « Ah les gars, on peut pas la faire la réforme des retraites. » Bah non, bah ouais, parce que Juliette, elle est là. Elle est là, hein. Du coup, ma belle, 60 ans? Allez, on fait ça, c'est pour moi. Je suis un passager clandestin. Ça fait un peu rebelle, dit comme ça, c'est pas mal. Un free rider. C'est super cool pour parler de ces gens qui ne foutent absolument rien et qui attendent que ce soit d'autres personnes qui prennent les coups de l'engagement pour bénéficier des retombées positives. La passivité est la plus grande plaie de notre époque. Oh, vous rajouterez bien un petit peu d'individualisme, une vision eurocentrée, et vous obtenez la chute de l'humanité. Regarder sans ne rien faire, c'est aussi suivre. Le regard baissé, les bras ballants, le corps qui marche machinalement comme des engrenages bien huilés. C'est tout, avancer. Alors, nous avançons, nous sommes cette masse amorphe, dépourvue de conscience. Nous sommes ces gens qui ne réfléchissent pas. Se battre? Ah non, non, regardez ses bras. Non, non, ce n'est pas fait pour ça. Défendre l'unité de la patrie? Non plus. Sauf si la Bretagne demande son indépendance. Là, on fera quelque chose, mais... Alors il faudrait donc agir, sortir du rang, faire un petit pas à gauche hésitant, lever la tête, courir très longtemps. Ah non, j'ai un point de côté. Ah non, je suis désolée, je peux pas, mais c'est tellement confortable la passivité, l'inaction, être dans ce petit fauteuil en velours. Sympa cette soirée. Ce soir, on fête l'anniversaire de quelques amis. Bon, vous inquiétez pas, hein, il y en a un, il a été reçu, il a été refusé à son école d'art sur Parcoursup, il a pas trop le moral. Ils sont un peu autoritaires ces gars, tu vois, on les appelle les leaders. C'est ceux qui décident si aujourd'hui on fait Burger King ou McDo. Non mais, ils peuvent pas faire de mal. Ils peuvent pas détruire le monde. Alors... Toujours après, on dit qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas vu, que ça ne nous regardait pas. 60 millions de morts. On aurait peut-être dû faire un truc. La guerre existe parce que rien ne l'empêche, disait Kenneth Waltz. C'est toujours l'absence de quelque chose qui permet l'arrivée d'une autre, car la nature déteste le vide.
Alors nous ne plaçons pas des regards, nous plaçons cette vision qui tolère et qui accepte, qui dit mais ça ne me concerne pas finalement. Ah oui, toi t'es comme ça, ton référentiel c'est ton nombril, ton espace se limite à la porte du garage, tu n'as pas 5 minutes à la fin de ta journée. Mais regarder sans rien faire, c'est comme les cauchemars, ils ne disparaissent pas quand tu fermes les yeux. Pour le dernier discours de cette édition Mirabeau, merci d'accueillir Léo Mauduit pour Reine à la négative. En l'an 1 de mon âge, j'étais beau et vierge de toute action. Les premières années, les premiers siècles, les premiers millénaires, je filais à travers le temps plus vite que ce qu'ils appellent l'avion. Le temps changeait aussi vite, mais jamais plus vite que ce que la nature lui prescrivait. Quand l'atmosphère se réchauffait, les seuls coupables étaient des phénomènes naturels comme la dérive des continents. J'étais déjà peuplé de vie, certes, de plantes et d'animaux en tout genre, mais aucun ne songeait à se faire maître de la nature. Or, quand le monde entier est silencieux, une seule voix peut faire la différence. Cette voix, c'était celle de l'humanité, cette espèce d'une infime jeunesse comparée à toutes celles qui me peuplaient depuis des millions d'années. Les humains étaient joyeux, sympathiques, rigolards, ils dansaient bien. La voix des hommes ne ressortait pas du concert. Elle s'inscrivait dans le cœur de la nature, où chaque tonalité s'appuyait sur l'orchestre pour atteindre ensemble la plus belle harmonie. Et un jour, cette voix s'est transformée pour dire « Il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Alors, ils ont labouré ma peau pour manger mes fruits. Ils ont construit des voies ferrées pour me parcourir de long en large et ont construit des mines et des puits pour épuiser mes entrailles. Un jour, Albert Einstein, un des plus illustres d'entre eux, s'est exprimé. Il a mis des mots sur les mots que tous avaient en tête. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ainsi, le véritable coupable était celui qui ne fait rien. Les tueurs étaient absous, les voleurs blanchis, et les consciences de tous les hommes se calmaient pour dire à l'unisson que seul l'inactif, l'innocent et le candide étaient coupables. Mais personne n'est inactif, personne n'est innocent, personne ne fait rien. Et ne rien faire, d'ailleurs, c'est déjà faire quelque chose, et l'inaction est un choix. Et pourtant tous décidèrent d'adopter les mots d'Einstein comme leur salut. Déjà, nous allions vers la catastrophe, et ils le savaient. Ils en étaient conscients, car il ne faudrait pas croire que le responsable d'hier était plus ignorant que celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'étaient les mêmes. Ceux qui me faisaient du mal étaient en fait les mêmes que ceux qui les regardaient sans rien faire. Les humains se rejetaient les fautes. Chacun pensait son voisin plus coupable que lui de ma destruction. Forts de cette pensée, ils continuèrent leur œuvre. Et leurs voyages devinrent des lacérations sur ma peau, leurs usines des cancers dans mes poumons, et leur hypocrisie était le point final de leur œuvre destructrice. Comment pouvaient-ils adhérer à cette maxime alors qu'ils en constataient les conséquences chaque jour sur mon dos? Moi, je les regardais faire. Ceux qui croyaient ne pas participer à ma destruction faisaient le même mal que les autres. Parmi tous les paradoxes qu'ils s'autorisaient, le plus triste était sûrement leur mode de consommation. Chaque jour, ils travaillaient en se concentrant sur leur propre échelle. Leur labeur leur permettait d'acheter des chaussures, des voitures, toutes sortes d'objets, petits et grands. Mais tous ces objets étaient en fait des morceaux de ma peau. Et les grands entrepreneurs avaient bon dos, car eux aussi contribuaient à ma douleur. L'humain était ainsi fait qu'il ne cessait de rejeter la culpabilité sur un autre. Mais il n'y avait plus le temps de savoir à qui la faute. Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers. C'est la même chose pour moi, qui s'occupait de me sauver pendant que mes poumons étaient en feu et que chaque degré supplémentaire me rendait l'air plus irrespirable. Vous voyez, je portais alors plus de 8 milliards de personnes. Cela prouvait ma capacité à bien m'occuper d'eux. Tout n'était pas sans espoir, et j'espérais bien qu'ils se rendraient compte qu'ils se perdaient à suivre les mots d'Einstein. Qu'avait un homme parmi tant d'autres pour être suivi aussi aveuglément? Ils devraient pourtant savoir qu'ils me connaissent mal. Peu de temps auparavant,
il croyait que le soleil tournait autour de moi, alors que c'est moi, naturellement, qui lui tourne autour. Jusqu'en 2023, il y avait dans l'air un soupçon de conscience qui laissait croire que les humains avaient compris qu'ils participaient tous à ma destruction, que personne ne regardait sans rien faire et que tous devaient réagir. Pourtant, il suffisait d'une étincelle pour allumer le feu. Et c'est le 20 janvier 2023 que cette flamme s'est embrasée. Au cours du prix Mirabeau, l'équipe représentant la ville française de Rennes avait démontré de manière spectaculaire et convaincante l'absurdité de la proposition d'Albert Einstein. Par un effet papillon, l'ensemble des 900 spectateurs présents dans la salle ce soir-là partagèrent sur Instagram leur prise de conscience. Chacun de leurs followers, pris d'un élan d'indignation contre la maxime, alla convaincre ses amis, ses parents, son oncle, sa tante, l'ami de sa tante, le plombier de l'ami de sa tante. Cet élan se propagea dans toute la France et atteignit l'Élysée. Emmanuel Macron, saisi par l'émoi national, prit la parole le 23 janvier et déclara officiellement que non seulement Albert Einstein avait tort, mais il avait empêché l'humanité tout entière de prédire la crise climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, touché par la profondeur des mots du président français, convainquit les peuples du monde entier d'accepter leurs responsabilités communes, mais surtout d'accepter l'influence de chacune de leurs actions, aussi petite soit-elle. Cette prise de conscience fut relayée par les plus grandes idoles de l'espèce humaine. Brad Pitt, Malala Yousafzai et Jean-Luc Reichmann. Même le patron de Total, Patrick Pouyanné, décida d'être un vecteur central du mouvement en montant une ZAD à Lutzerat. Grâce à cette mobilisation collective, l'activité humaine se mit en harmonie avec ma respiration. Elle remplit d'air mes poumons en plantant des arbres et pansa mes blessures en ralentissant le labourage de ma peau. Je suis redevenu en quelques années la belle planète bleue au lieu de la terre terne et triste que j'étais devenu. Et c'est comme ça que la Bretagne m'a sauvé. Nous allons à présent passer à notre dernière joute. Sur le sujet « Perdre tout espoir, c'était ça la liberté » de Fight Club, nous vous demandons d'accueillir Benjamin Grandazzi et Arnaud Foubert pour Grenoble à la positive et Lucie Garot et Louis Pernotte pour Lille, Rennes à la négative, Rennes. L'espoir, c'est les grandes promesses. L'espoir, c'est suivre ses désirs comme des illusions. On les cherche, et on les aura peut-être jamais. L'espoir, en fait, c'est une prison intérieure. L'espoir nous fait regarder les barreaux en nous disant qu'on ne pourra jamais les scier. Alors que si on prend un peu de recul, si on s'éloigne un petit peu de ces désirs inatteignables, en fait, on est libre. Perdre espoir, et si c'était gagner plus de liberté. Perdre tout espoir, c'était ça la liberté. Quelle drôle de vision des choses. Qu'est-ce que c'est finalement être libre ? Je dirais qu'être libre, c'est agir sans le moins de contraintes possibles. Quand j'ai eu 18 ans, et c'est certainement pareil pour vous, j'ai goûté à ce petit goût de liberté. Vous savez, celui qui vous donne le droit de boire légalement, celui de conduire seul, évidemment pas les deux en même temps. À 18 ans, j'ai eu le droit de voter aussi. À 18 ans, j'ai goûté au monde des adultes. Mais qu'est-ce que j'aurais fait de toute cette liberté à 18 ans si j'avais pas eu l'espoir ? Sans cet espoir, j'aurais rien vu, j'aurais rien conquéri, j'aurais rien découvert, j'aurais rien goûté. À 18 ans, si j'avais pas eu cet espoir d'un monde meilleur, peut-être que mon vote aurait été différent. Bon, merci le comité, mais c'est super dur comme sujet là. Comment je défends ça là ? Moi je pense que j'ai déjà perdu tout espoir de vous convaincre. Désolé maman, désolé pour le trajet que tu as fait. Désolé madame la directrice, nous ne serons pas vainqueurs à domicile ce soir. Mais en fait, je pensais à ça dans les loges et je me dis, en fait ça m'a libéré d'une charge folle. Cette course à la compétition, cette course à gagner, j'ai plus envie d'y participer. Ce soir, je ne tremble pas, ma voix ne bégaye pas, je ne suis pas emprisonné.
dans les carcans de la compétition et de l'espoir. Je crois qu'en réduisant la liberté à l'espoir, vous oubliez la moitié de la définition. Oui, la liberté, ce n'est pas que l'espoir. La liberté, c'est bien d'autres choses. La liberté, c'est le peuple qui, en 1789, roule à flot, voulant arracher de nouveaux droits, de nouvelles conquêtes et se battant pour un monde meilleur, pour son avenir et pour ne plus avoir faim, pour ne plus trimer sous les ordres de tous les seigneurs qui le maltraitent. Non, la liberté, c'est aussi la possibilité de s'accomplir soi-même, de faire ce que l'on veut, de créer, de se lancer, d'innover. La liberté, c'est aussi pouvoir manifester sans être blessé. La liberté, c'est pouvoir conserver son intégrité physique. La liberté, c'est celle de ne pas être torturé, pour lesquels nombre de pays et de foules enthousiastes se battent. Beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Je vais reprendre celui de la Révolution. Je ne pense pas que ce qui nous a fait faire une révolution en France, c'est l'espoir, mais bien les actions. Oui, mais la Révolution nous a donné la liberté, et cette liberté a permis l'espoir. Tout en à fait. 1789. Donc nous parlons de la Révolution et non pas de l'espoir. L'espoir de la Révolution, moi je peux l'attendre, c'est comme l'espoir de réussir mes partiels. J'attends, j'espère. Et quand j'ai perdu tout espoir en moi, je commence à réviser. Et là, je maximise mes chances de gagner. Mais je crois qu'en disant cela, vous ôtez tout espoir aux gens. Oui, vous les désillusionnez. Je crois que la liberté, c'est aussi l'espoir pour un fils d'ouvrier et d'une femme de ménage, étudiant boursier, d'atteindre les plus grandes écoles. Et je considère qu'en faisant cela, vous le privez de ce droit et de cette possibilité. Je crois qu'en faisant cela, vous enfermez le peuple, vous enfermez les plus souffrants dans une position sans possibilité de progrès. Alors, pour être honnête, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça défendait la position. Pour moi, l'espoir de toujours posséder plus, l'espoir de un jour peut-être avoir un super costume tel une délégation d'Aix-en-Provence, ça m'empêche de m'en libérer, de passer à autre chose. En un mot, l'espoir, c'est la hache dont le capitalisme a fourni le manche. Nous enfermons le peuple, on nous a dit. Non, moi je pense que si nous sommes enfermés, c'est parce que nos espoirs nous font courir. Courir après énormément de choses, des rêves. On est souvent déçu quand un espoir est déchu. Il me semble qu'arrêter de courir, c'est aussi la liberté. En fait, perdre espoir, c'est arracher la page d'un amour passé. C'est passer à autre chose justement. Perdre espoir, c'est arrêter d'illuminer nos nuits de doux rêves qui n'arriveront finalement jamais. En fait, perdre espoir, c'est un peu être lucide sur le monde. C'est voir les choses comme elles le sont vraiment. Vous nous dites que vous êtes venus ici sans espoir. C'est un peu triste. Pour revenir aux exemples cités, est-ce que vous pensez vraiment que le peuple iranien se bat sans l'espoir d'être libéré? Est-ce que vous pensez vraiment que les sans-culottes se seraient battus s'ils n'avaient pas eu l'espoir de voir la tête du roi rouler sous leurs pieds? La liberté et l'espoir, c'est loin d'être antagonistes. En fait, la liberté et l'espoir, c'est presque synonyme. Parce que la liberté permet l'espoir de la même façon que l'espoir permet la liberté. C'est un cycle. Pour finir sur une note un peu plus légère, et parce que je suis bretonne, je dirais que l'espoir sans la liberté, c'est un peu comme une galette sans saucisse. C'est un peu fade.
Merci Grenoble et Rennes pour cette dernière joute. Nous allons maintenant marquer une pause de 30 minutes pour laisser notre jury délibérer. Que de bons moments. L'édition du prix Mirabeau 2023 touche à sa fin. Et nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement nos partenaires sans qui cet événement n'aurait jamais pu se tenir. La MC2, évidemment, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans cet auditorium fantastique. Le Lions Club, qui accompagne l'éloquence à chaque étape de sa petite vie. Et l'association des diplômés, qui nous a offert le premier prix du concours et qui s'est toujours trouvé du côté des étudiants. Nous tenons également à remercier Europrime pour ses tarifs généreux et Tartiloup, évidemment, de ses dons de mets délicieux. Concernant nos traiteurs, nous sommes très fiers qu'ils aient été tous entièrement végétaliens, locaux et éco-responsables. Nous tenons donc... Nous tenons donc à remercier Gustavo, Danse les Papilles, l'Impertinence et le Baradi pour avoir ravi le palais des délégations toute la durée du prix. Nos soutiens institutionnels, évidemment, que sont en premier lieu Sciences Po Grenoble, Madame la directrice Sabine Soruger, et plus particulièrement Madame Delphine Bins, chargée de la vie associative qui nous a accompagnés tout au long de nos difficultés et de nos remises en question existentielles. En parlant des Sciences Po, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé financièrement à ce prix. Lyon, Aix-en-Provence, Paris, Bordeaux, Rennes, Lille, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye et Grenoble. Mais aussi la coordinatrice du réseau IEP, Madame Charlotte Restif, qui fut une aide précieuse. Nous remercions également par avance la métropole pour leur soutien financier. Concernant le programme d'ouverture sociale de Sciences Po Grenoble, nous tenons à remercier Hélène Cohn et Christine Casier pour avoir organisé avec nous la venue de 2 classes lycéennes au prix, que nous remercions également pour leur investissement. Un grand merci à l'Université Grenoble-Alpes pour son soutien financier et à Grenoble INP pour son magnifique auditorium de la demi-finale. Pour finir, sur notre établissement, nous remercions les associations de l'IEP, la BAM, le Cheveu et le BDE. Nous tenons à remercier tout particulièrement Thomas Bouvard qui réalise la captation et le live des 2 soirs, la photographe Edita Tolwinska ainsi que maître Audrey Pinorini qui a assuré les formations contre les violences sexistes et sexuelles à nos délégations, formations qui ont reçu des retours très positifs. Nous n'oublions pas bien sûr le personnel technique, la régie et toutes les personnes interlocutrices qui ont rendu cet événement possible à l'INP comme à la MC2. Évidemment, notre cher jury qui a gravi toutes les tempêtes pour arriver entre nos montagnes, nous le remercions bien chaleureusement. Elles ont affronté toutes les annulations de train également. C'est bien sûr notre délégation participante venant des 10 coins de la France. Un grand bravo à chacune d'entre vous. Et en parlant de jury, je crois qu'il a un verdict à rendre. Mais d'abord, un jury un peu plus jeune aimerait remettre un titre, celui des lycéennes et lycéens. En effet, le comité est partenaire, comme je vous l'ai dit précédemment, du programme d'ouverture sociale de Sciences Po Grenoble, qui a pour but de faire découvrir cette école à des jeunes pour leur donner les clés. Notre jury jeune a donc également délibéré ce soir, et nous accueillons 2 élèves du lycée Triboulet de Romans-sur-Isère, qui peuvent nous rejoindre sur scène. Je n'avais pas fini ma phrase. Pour venir nous annoncer quelle délégation a conquis le cœur des lycéennes et lycéens ce soir, et nous inviterons cette délégation à venir sur scène. Le diplôme de la délégation gagnante est adressé à Grenoble.
Grenoble se voit donc remettre le diplôme de la délégation gagnante du prix des lycéennes et lycéens. La photo, super. Et ensuite, nous vous laisserons rejoindre le public. Est-ce que les membres du jury peuvent nous rejoindre sous une pluie d'applaudissements ? Bonsoir. Merci. Juste un petit mot avant d'annoncer le prix et le rang. Nous sommes tous très heureux d'être accueillis par l'IEP de Grenoble et de vous avoir tous vus débattre ce soir. Encore plus à l'IEP de Grenoble parce que lorsque l'on a vu ce qui s'est passé ces derniers temps et que l'on se rend compte de la violence que le débat d'opinion peut créer, on est heureux de vous voir dans le respect du débat d'idées. Juste pour dire que l'éloquence est une arme magnifique. Elle doit cependant rester toujours au service de vos convictions. Vous dire, pour finir, avant de tendre le micro, que, évidemment, le verbe peut créer, mais il peut tout autant détruire, et on le voit trop fréquemment aujourd'hui. Donc merci de nous avoir donné ce magnifique spectacle, et merci à tous. Beaucoup de respect dans les joutes, on l'a souligné, beaucoup aussi de liberté de parole, bravo. Et pour certains, vraiment une grande aisance à l'oral comme sur scène, bravo. Eh ben, à mon tour, je voulais vous féliciter et vous remercier pour le spectacle que vous nous avez proposé ce soir. J'ai déjà participé à des concours d'éloquence et celui-ci était vraiment d'un excellent niveau. Et en particulier, je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir restitué son intégralité au complexe rhétorique qui veut qu'il y ait de l'éthos, du pathos, mais aussi du logos, donc de la rationalité et de l'oratoire. Et on a vraiment trouvé ça dans ce que vous avez proposé et je vous en remercie vraiment beaucoup. Ce soir, d'avoir su faire ce pas de côté, d'avoir su prendre, d'avoir été audacieux par rapport aux thématiques qui vous étaient proposées. Nous, c'est vraiment aussi ce qu'on a apprécié ce soir, cette faculté que vous avez démontrée de savoir inventer, recréer, autour de thématiques qui sont assez classiques finalement. Et je voulais rajouter que l'éloquence effectivement permet aussi de faire bouger les lignes et de faire changer de classe sociale, d'horizon, et que c'est véritablement en tant que pour l'art oratoire un enjeu majeur aujourd'hui. Merci. Le suspense a assez duré, on va passer au prix maintenant. Bravo à tous. Je n'ai pas d'enveloppe à décacheter ce soir. La 3e meilleure délégation du prix Mirabeau 2023 est Grenoble. Désolée, on n'a pas le prix. Bravo. Merci. Bravo.
Le deuxième prix est attribué à Rennes. Le premier prix Mirabeau 2023 est attribué à Lille. Vous le savez bien, il n'y a pas de prix sans coupe. Et aujourd'hui, cette coupe nous est financée et offerte par un de nos partenaires, l'association des diplômés. J'appelle Nicolas Gouvernel pour qu'il vienne remettre la coupe du prix Mirabeau 2023 à Sciences Po Lille. Nous tenons également à remercier nos bénévoles qui furent d'une grande aide durant ces 2 jours, sans qui rien n'aurait été possible. Nous les invitons à nous rejoindre sur scène. Désolé, Saint-Germain évidemment, montez sur scène. Sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'applaudir Saint-Germain qui monte sur scène. Bravo. Désolée. Bravo. Et bien sûr, tous les membres du comité Mirabeau que nous invitons également à nous rejoindre, Arnaud, Margot, Cléo, Sarah, Naïs et Inès. Et Lorraine, bien sûr, la présidente du comité Mirabeau. Et Emma, la vice-présidente.
Enfin, merci à vous, cher public, d'être venus si nombreuses et nombreux. Nous espérons que ce prix vous a plu et nous vous libérons maintenant et demandons à toutes les délégations de venir sur scène pour une traditionnelle photo. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.